OK. Parfait. Oui, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Excuse-moi. Ça va? Préoccupation Oui, c'est matérielle. ça. Bon, alors. Santé de la voiture, c'est important. Oui, c'est ça. Je suis du moi là. OK, fait que merci beaucoup, 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 Yves OK, Thériault, ça me fait plaisir. d'avoir accepté mon invitation depuis le temps qu'on en parle. Ben oui, c'est Ça se vrai. fait aujourd'hui, je Ben suis oui. contente. C'est l'entrevue avec Marie-Renée Côté. Oui. C'est elle qui m'a parlé de toi Oui. dans l'entrevue parce que je pense que je lui avais posé la question s'il y avait quelque chose qui l'avait marqué en prison, tu sais, un genre de Oui. cas qu'elle avait eu de la Oui, oui. misère à... Puis c'est là qu'elle m'avait parlé de ton livre « Tout le monde dehors » parce que, Oui. c'est ça, je pense qu'il était deux qui n'avaient pas d'affaires à avoir une sortie, puis qu'il y avait eu Oui. une sortie, puis qu'il y a le meurtre Oui. d'Isabelle Bolduc Oui. Entre qui autres, s'était pas... Oui, Isabelle Bolduc, ça s'était passé à Sherbrooke. c'est ça, Ouais. exact. Fait que c'est comme ça que je OK. t'avais connue. OK. Puis là, au début, je t'ai approché pour qu'on parle de Tout le monde dehors, mais là, écoute, tu m'as dit que tu avais fait tellement autre chose, des documentaires, Oui. un podcast. Puis là, Ouais. on avait parlé aussi avec Marie-Renée Côté du documentaire de Raymond Boulanger, Oui. Aussi. que aussi tu as participé Oui. et que je ne savais pas parce que Oui. c'est comme ça que elle, je l'ai découvert Dans Raymond dans Boulanger, Raymond parce qu'elle Boulanger. était interviewée dans Raymond C'est ça, Boulanger. exactement. Oui. Fait que voilà, fait que là, écoute, je t'ai découvert encore 1000 fois plus. Puis, t'as fait... j'aimerais ça, par contre, que tu me décrives ton titre, parce que là, t'as l'air à en avoir quand même pas mal. Ben, écoute, à la base, moi, je suis un journaliste. OK. OK? J'ai commencé ma carrière dans l'écrit. J'ai travaillé peut-être une quinzaine d'années dans l'écrit. Au début, curieusement, j'étais journaliste rock. J'ai travaillé pour des publications comme Pop Rock, Québec Rock. Puis je OK. couvrais des shows rock. Puis je me tenais dans le monde du show business. Puis j'ai travaillé à la radio pour une radio rock dans les années 80 qui s'appelait C'est quoi? Puis qui s'appelle encore C'est quoi? Là, mais Ouais. qui était une grosse radio à l'époque. Puis c'est vers la fin des années 80 que j'ai commencé à faire du journalisme, là, mais disons plus en délaissant le côté show business. Et c'est dans le cadre de ce travail-là qu'un jour, on m'a envoyé couvrir un procès au Palais de justice à Québec. Et c'est là que j'ai eu comme une révélation. Là, c'est là que j'ai découvert le Palais de justice qui est une mine inépuisable de sujets. En Mhm. fait, quand tu vas au Palais de justice, j'ai un de mes amis qui disait, puis je trouve qu'il a raison, derrière chaque porte de chaque salle du palais de justice, il y a un drame qui se joue. Là, puis c'est pas nécessairement des grandes tragédies, mais pour les gens qui vivent ces événements-là, qui vivent ces procédures-là, c'est la fin du monde. Alors donc, je me suis intéressé davantage aux trucs judiciaires, aux trucs criminels. Et j'ai continué donc à m'orienter plus vers ce domaine-là. Puis par après, au milieu des années 90, le hasard a fait que j'ai eu un contrat de recherche pour une émission phare de Radio-Canada aux affaires publiques qui s'appelait Enjeux. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en télévision. En fait, ça va faire 30 ans cette année que je suis en télévision. On a tourné en 2017 une série qui s'intitule En prison pour Z-Télé. Ensuite, j'ai fait une série, une docu-réalité dans les palais de justice qui s'appelait Les coulisses du palais. On a fait 2 saisons. J'ai fait une docu-réalité sur la DPJ qui s'appelait Au cœur de la DPJ. Mhm. Et j'ai fait une docu-réalité sur la violence conjugale qui s'appelait Pas une de plus. Moi, c'est sûr que ta série sur la violence conjugale m'a beaucoup interpellée Oui. parce que j'en ai vécu, j'ai été dans une relation comme ça, puis il y a une fille qui m'a approchée à un moment donné pour avoir des histoires de femmes qui avaient vécu ça parce qu'elle veut faire un court-métrage Oui. en animé. Oui. Puis c'est ça. Fait que je vais faire partie d'une de ces 5 histoires-là qu'elle va compiler pour mettre dans son court-métrage. Puis ce que je lui expliquais, c'est que je trouve ça difficile de mon côté parce que je trouve toujours que c'est poussé à l'extrême, qu'est-ce qu'on nous montre. Tu sais, mettons, dans une annonce, il y a Ouais. un visage, tu sais, Ouais. magané ou quelque chose, mais Ouais. c'est pas seulement ça. Non. Puis, Ça, c'est la violence physique.
Mais il y a la Exact. violence psychologique, il y a la violence financière, il y a la violence verbale. En fait, maintenant, en violence conjugale, on parle beaucoup de contrôle coercitif. C'est ça Mhm. le terme, mettons, qui est employé, comme en Grande-Bretagne, par exemple. Ils ont voté des nouvelles lois, puis on parle de contrôle coercitif. Donc, c'est un conjoint qui exerce un contrôle sur l'autre conjoint. Donc, c'est pas juste de la violence physique. Effectivement, tu as raison. Mhm. Fait que je trouve que dans le documentaire, c'était beaucoup ça qu'on retrouvait. Il y en... Tu veux dire la série que j'ai faite, Le Pas une de Oui, plus, oui. on parlait beaucoup de violence physique? Non, c'est ça, Non. justement. C'est pour ça que j'ai Non, aimé non, on a ça, essayé parce ouais, ouais, de que montrer, oui, il effectivement, y les avait autres côtés. plusieurs autres Oui, formes qu'on voyait. Comme ça, je trouvais que, tu sais, chaque oui, femme pouvait s'identifier à une d'entre elles. oui. Puis dans cette série-là, honnêtement, je pense qu'il y en avait juste une qui a parlé de vraiment Oui, violence physique. Fait que oui, j'étais tellement contente qu'enfin on oui. parle de d'autres choses que, tu sais. Effectivement, tu sais, puis on a, en fait, on a tourné dans des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Mhm, Puis on a évidemment réussi à avoir la confiance de ces femmes-là parce que ça a été extrêmement difficile à tourner. De toutes les séries que j'ai tournées, celle-là, c'était certainement la plus difficile à tourner. Là. Parce que ces femmes-là sont extrêmement poquées. Là. Quand tu es rendu en maison d'hébergement, là, tu peux t'imaginer. Donc, extrêmement vulnérables, sont évidemment habitées par la peur parce que, encore une fois, pour se réfugier dans ces endroits-là. Donc, leur demander de se confier à des étrangers, à la caméra en plus, mais évidemment, mhm. la plupart, on floutait leur identité. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, mais tu sais, on les a écoutés. Puis ils ne nous ont pas juste parlé de violence physique. Là. Fait que c'est ça, Mhm. notre rôle, nous autres, notre travail, c'était de montrer leur réalité. Donc, on n'a pas insisté sur cet aspect-là, là, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en arrivant là-bas? Tu sais, parce que j'imagine que tu connaissais pas ça du tout, Ouais. cet univers-là. Y a-tu quelque chose qui t'a frappé puis que tu... Bien, ma réponse va peut-être te surprendre un peu, là, mais qu'est-ce qui m'a marqué, c'est la détresse des hommes, en fait. OK. L'étendue de la détresse des hommes. Puis je Hmm. veux pas minimiser ce que les femmes vivent, parce que Non, non, non. c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on a montré à l'écran, tu sais, les conséquences que ça a sur la vie de ces femmes-là, puis pas juste sur la vie de ces femmes-là qu'on a rencontrées, mais sur la vie de leurs enfants, de leur entourage immédiat, de leur famille, de leurs amis. Tu sais, c'est une situation de violence conjugale. On a tendance à avoir une victime, mais ça fait beaucoup plus qu'une victime. Là. Mhm. Ça fait beaucoup de victimes. Puis les enfants qui sont touchés par ces drames-là, eux autres, ils vont souvent rester marqués. Là. Ça va influencer leur vision des choses, des relations entre les hommes et les femmes. Fait que, évidemment, les dommages collatéraux sont immenses. Là. Mais bon, au-delà de ça, parce qu'il s'est fait beaucoup de séries, il s'est fait beaucoup de documentaires où on en parle beaucoup de la violence conjugale, puis c'est une bonne chose. Mais ce qu'on n'a pas encore examiné, je trouve, qui a besoin d'être fait, là, c'est d'essayer de comprendre la détresse des hommes qui sont comme ça. Pourquoi Mhm. un homme se comporte de cette façon-là avec une femme? Moi, ça va à l'encontre de mes valeurs à moi. Là, tu sais, moi, j'aime les femmes, j'admire les femmes qui se lèvent, comment je te dirais, qui ont une vie à elles, qui s'affirment dans la vie. Puis je trouve ça génial. Je peux pas imaginer, tu sais, qu'on, qu'on, qu'on puisse brimer. Puis je dis les femmes, là, puis tu sais, je veux dire, bon, tu sais, on sait la violence conjugale, ça peut être dans des conjoints de même Oui, sexe. oui. Ça peut, tu sais, fait qu'on va parler d'un être humain, là, d'un Mhm. autre être humain. Pourquoi on a besoin de contrôler un autre être humain? Pourquoi on a besoin d'affirmer sa domination sur un autre être humain?
il y a quelque part, il y a un malaise, là, tu sais, puis bon, on va regarder peut-être, là, la plupart des cas dont on parle, c'est plus répandu, évidemment, la violence à l'intérieur d'un couple, d'un homme envers une femme. Mhm. Fait que c'est pour ça que je le parle, puis je veux pas comme dire, exclure tout le Ouais. reste, là. Mais il y a quelque chose dans l'éducation encore des hommes, des rôles qui sont attendus des hommes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis contente que tu en parles. Mhm. Je vais recommencer. Moi, je Oui, suis contente que tu en parles. oui, mais tu sais, puis évidemment, on se l'est dit en faisant la série. Puis, soit dit en passant, la série, je l'ai faite avec une réalisatrice qui s'appelle Ève Lamont, qui est une femme absolument extraordinaire. Là, le travail qu'elle a fait dans cette série-là, c'est remarquable. Là, parce qu'à un moment donné, même moi, je ne pouvais plus y aller dans les maisons, là, parce que juste elle qui y allait avec sa caméra. Mais écoute, j'ai perdu le fil de mon idée, là. Excuse-moi. Non, c'est Euh, correct. mais on parlait, je te disais que j'étais contente que tu abordes le oui, sujet bon, ce que des j'allais hommes. dire, voilà, Ouais. ce que j'allais dire, c'est qu'avec Ève, on se disait, il y a une série à faire sur la condition masculine, là, ou sur les hommes violents. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait à ce niveau-là. Mais je t'avoue qu'après avoir tourné cette série-là, j'étais comme un peu... je ne serais pas épuisé, là, mais j'avais besoin de prendre du recul là, par rapport à toutes ces situations-là. Je trouve ça trop difficile, tu sais. Puis je suis extrêmement sensible à ces situations-là. Quand dans mon entourage, là, tu sais, si on a des amis de couple, si je sens des tensions à l'intérieur d'un couple, tout ça, j'aime pas ça. Tu sais, je suis pas bien là-dedans. Oui, là. je comprends. Oui, pareil ici. Ouais. Mais est-ce que ça va... Tu sais, est-ce que tu as poussé quand même l'idée assez loin pour le faire avec les hommes? Pour Non, que ça... j'ai Non, pas. OK. Non, OK. j'ai des amis là, qui travaillent en télévision, qui en ont parlé. Tu sais, OK. ma conjointe a fait beaucoup elle fait la même chose que moi. Là, elle fait Oui. du documentaire aussi. Puis elle y a songé aussi, mais écoute, il y a tellement de projets, puis il y a tellement de choses, il y a tellement de Mhm. sujets, tu sais. Mais je pense que c'est à explorer. Là, Ouais. tu sais. Il faut travailler, faut aider les femmes à se prendre en main, Mhm. mais il faut éduquer les hommes Ben aussi. oui, c'est ça. Faut Pas les tous les hommes, aider, ces heureusement, là, gars-là. quand même. Ouais. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Tu Ouais. sais, c'est pas en les, mettons, en les enfermant, ou, Ouais. tu sais, en les envoyant en prison, puis qui sont dans une Non, parce que cellule, que, tu sais, ça va changer, là. non, tu as raison, parce que de toute façon, souvent en prison, ils se confortent un peu dans leurs préjugés ou dans leur haine des femmes. Là. Mhm. C'est parce qu'on va se le dire, là, en prison, là, tu sais, ils sont dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de considération pour les femmes, tu sais, ou enfin, ils sont influencés par d'autres criminels qui sont là, en prison aussi, là. Fait que c'est pas nécessairement la solution. En même temps, faut qu'il y ait une certaine répression. Là. L'éducation ne réglera pas tout. Là. Puis je pense que quand quelqu'un commet des crimes, surtout quand ça va loin, là, quand il y a des voies de fait graves Oui, ou des oui, ben blessures, oui. tout ça, je pense qu'il faut quand même sévir. C'est sûr et certain, mais c'est ça, pas juste ça, tu sais. Non. Ouais. Fait que là, ça m'amène un petit peu à parler de tout le monde dehors, tu sais, comme Ouais. parallèle, dans le sens que j'imagine que t'en as vu des femmes là-bas qui avaient peur, tu sais, que, mettons, leur conjoint, il avait été, Ouais. tu sais, ils ont porté plainte, Ouais. puis il s'était passé quelque chose, puis là, il avait peur de la journée qu'ils ressortent de prison, ou tu sais. Oui, oui, ça, mais écoute, d'abord, premièrement, mon livre Tout le monde dehors, ça date de 2016. C'est sorti en 2005. Donc, c'était avant les docu-réalités, là, les séries documentaires. Il n'y a pas nécessairement de relation là, entre mon livre et le phénomène de la violence conjugale parce que dans mon livre, on parlait plutôt de dossiers où il y avait eu des bavures du système correctionnel, des gens qui avaient été libérés et qui n'auraient pas dû l'être
et qui ont commis des crimes atroces pendant qu'ils étaient libérés. Donc, c'est un peu différent. Donc, ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient en couple. C'est des gens qui ont, bon, dans certains cas, qui ont tué des femmes. Bon, tu parlais d'Isabelle Bolduc, mais ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient en relation, là. Mais c'était plus dans le sens que, tu sais, sachant que ça existe, Oui. puis qu'aujourd'hui, il y a encore des cas, parce que c'est pas Oui. fini, tu sais, Oui. les libérations qui n'ont pas lieu d'être, Oui. ben j'imagine que les femmes qui ont vécu ça, il doit avoir une certaine peur que ça arrive, puis que le conjoint, Oui. tu sais, que ça soit mal géré. C'est certain. Puis- Là, d'ailleurs, il y a j'ai participé à une série documentaire là, d'Ingrid Falaise. Là, c'était quoi le titre? Je pense « Femme, je te tue » ou quelque chose comme ça. Puis j'ai participé à un épisode. Là, c'était une histoire épouvantable. Ça s'est passé, je pense, à Chambly. Là, puis c'est un gars qui avait été libéré, puis il a commis l'irréparable. C'est sûr que pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, souvent, ils vont trouver que les sentences ne sont pas assez sévères, mais ils ne sont pas toujours comme... Ils sont supposés être bien informés des allées et venues de leur agresseur, mais les agresseurs passent parfois entre les mailles du filet où ils sont libérés, puis la minute qu'ils sont libérés, ils sont obsédés par une chose. Puis c'est là c'est là que ça devient vraiment dangereux pour ces femmes-là. Mhm. Puis qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin d'écrire Tout le monde dehors? Bien, on avait ramassé beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de gens. Bon, des personnes comme Marie-Renée Côté, là, tu parlais d'elle, là, l'ancienne gardienne de prison. C'est assez rare parce que les gens qui travaillent pour le service correctionnel, ils n'ont pas le droit de parler dans les médias. Ils n'ont pas le droit de donner des entrevues. Bon, une fois qu'ils ont pris leur retraite, c'est autre chose, mais tu sais, ils ont été habitués à ne pas s'adresser aux médias. Fait que c'est assez rare qu'ils vont parler comme ça ouvertement de leur expérience. Nous, dans le cadre de cette série-là qu'on avait faite sur les libérations conditionnelles, il y a des gens qui avaient accepté de nous parler, mais à visage caché, où, je veux dire, ils nous avaient donné de l'information, mais ils n'étaient pas prêts à aller devant la caméra pour nous donner une entrevue. Fait qu'on avait ramassé toute cette information-là qu'on ne pouvait pas utiliser dans la série documentaire. Donc, l'idée est venue de dire, bien, on va se servir de cette information-là, puis en guise de complément de la série documentaire, on va publier un livre qui est devenu Tout le monde dehors, enquête sur les libérations conditionnelles. Mais c'était tellement explosif, les informations qu'on avait ramassées pour le livre, que finalement, le livre a connu a fait encore plus d'écho que la série documentaire. La série documentaire a très bien fonctionné, là, mais le livre est devenu comme, bon, le hasard a fait que c'était la première saison que tout le monde en parle. J'ai été invité à Tout le monde en parle, puis il y avait René Simard qui était là cette fois-là, puis François Havard, puis bon, il y avait un gros line-up, puis il y a beaucoup de monde qui ont vu l'émission, puis qui ont acheté le livre. Donc, le livre a eu beaucoup d'impact. Mais bon, les astres étaient alignés, il faut croire. Donc, et ça a fait bouger les choses. Puis ça, je suis assez fier de ça, là, parce que le gouvernement, dans les années qui ont suivi la publication de mon livre, il y a eu un resserrement des critères pour libérer les criminels là, qui étaient en attente de libération conditionnelle. Alors donc, ça, je pense que mon livre a fait œuvre utile à ce niveau-là. Bon, malheureusement, là, ces dernières années, on voit un nouveau relâchement, là, mais bref, il faut dire aussi une chose, là, c'est que il libère des criminels parce qu'il n'y a plus de place en prison. Tu sais, la réalité, là, la dure réalité, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Fait qu'il faut libérer du monde. Il faut permettre à des criminels de purger leur sentence dans la communauté. Puis je sais, les gens s'indignent, puis avec raison, quand ils voient des gens qui font des crimes de pédophilie, puis qui ont des petites sentences de 2-3 ans, puis qui sortent au bout de quelques mois, ou des fois même, ils sortent et au moment où ils reçoivent leur sentence, parce qu'ils ont été détenus préventivement, puis pendant qu'ils étaient détenus préventivement, ou qui étaient on appelle des prévenus, justement, bien, leur sentence, leur temps d'emprisonnement compte à temps et demi ou en double. Fait que quand ils arrivent pour recevoir leur sentence, ils sortent immédiatement. Mais tu sais, ça coûte cher garder du monde en prison. Les gens ne réalisent pas, là, mais garder un détenu
Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les chiffres, là, mais garder un criminel dans un pénitencier fédéral, c'est une affaire comme 125, 130, 140 000 piastres par année. Fait que c'est sûr, là, les gens voudraient que tout le monde s'en aille, les criminels soient en prison puis qu'on les sorte pas. Mais est-ce que si on dit aux gens, OK, on va construire des prisons, ça va coûter des centaines de millions, OK, on va augmenter vos impôts de 100, 200, 300 piastres par année. Tu sais, c'est ça aussi, là. Les gouvernements ont des priorités. Moi, je dis souvent qu'en campagne électorale, c'est payant pour un parti politique de dire, nous, on va mettre les criminels en prison. Ça va bien, là, ça se dit bien en campagne électorale. Mais quand tu arrives au pouvoir, bien là, il faut que tu investisses en santé, il faut que tu investisses en éducation, il faut que tu construises des routes, tu sais. Puis à un moment donné, là, tu as des priorités, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus d'argent pour construire des prisons, tu n'as plus de place dans les prisons, fait qu'il faut que... Puis, tu sais, moi, je suis aussi pour la réhabilitation, mais c'est pas tout le monde qui est réhabilitable, mais je suis d'accord que si quelqu'un veut se réhabiliter, qu'on lui donne une chance, mais ça prend des ressources dans la communauté. Tu sais, ça prend des structures. Tu sais, tu remets des criminels en liberté, il faut que tu les encadres. Mais si tu n'as pas les ressources sur le terrain, bien là, c'est là qu'il y a des dérapages, puis c'est là qu'il arrive malheureusement des drames, des tragédies. Il avait été, tu te rappelles-tu combien de temps que Raymond Boulanger avait été emprisonné? Raymond Boulanger, non, je ne voudrais pas m'avancer dans le nombre d'années exact, là, mais Raymond Boulanger, ce qui est particulier dans son histoire, parce qu'on parle de libération conditionnelle, là, d'abord, premièrement, Raymond Boulanger, quand il est arrêté, il a été condamné à 23 ans de prison. OK, c'est ça. OK. Mais comme c'était sa première sentence au fédéral, là, je rentre dans des technicalités, là, mais je vais essayer de vulgariser, OK? Comme c'était sa première sentence au fédéral et que ce n'était pas considéré comme un crime violent, parce que dans le fond, c'était du trafic de cocaïne qu'il avait fait, il était admissible automatiquement à une libération conditionnelle au bout de 1/6 de sa peine. OK? Donc, un peu moins de 4 ans. OK. Quand c'est arrivé, donc, au moment où il devait être libéré là, pour au 6e de sa peine, comme son dossier avait été très médiatisé, le grand patron des libérations conditionnelles est intervenu, puis ont essayé de l'empêcher de sortir. Puis il est allé en cours avec un avocat et il a fait valoir ses droits. Et il y a eu gain de cause, donc il est sorti au 6e de sa sentence. Sauf que il est retourné en Colombie alors qu'il n'avait pas le droit de quitter le Canada, parce que même s'il était en libération conditionnelle, il n'avait pas le droit de quitter le pays. Parce que tant que ta peine n'est pas purgée au complet, donc lui, on parle d'une peine de 23-24 ans, OK? Tant qu'il n'avait pas purgé toute sa peine, il y avait des conditions à respecter, dont une condition de rester au pays. Il n'avait pas le droit. Mais lui, il est retourné en Colombie, puis il a recommencé ses activités. Fait qu'il s'est fait arrêter 2 ans plus tard en Colombie. Puis là, ils l'ont ramené. Puis là, évidemment, il n'était plus question de sortir au 6e. Puis il n'était plus question de sortir même au tiers. Fait que finalement, je pense qu'il a fait une quinzaine d'années. Là. Je te dis ça sous toute réserve. D'après moi, il est sorti à sa libération d'office, donc aux 2 tiers de sa sentence. Fait qu'il a dû faire quelque chose comme 16-17 ans. Mais encore une fois, là, je ne m'avancerai pas, je ne dirai pas ça à la Bible, là, mais je pense que c'est ça. OK. Ouais. C'est juste que je trouve ça bien plate de voir le système, tu sais, dans le sens qu'on parlait de pédophilie, puis de Raymond. Oui. Tu sais, Raymond, il fera pas de mal à une mouche. Non? En tout cas, Écoute là, il est décédé récemment, là, puis Dieu ait son âme, là, parce que c'était un personnage absolument fabuleux. Oui. Là. Mais tu sais, en privé, il s'est déjà vanté. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'avec lui, c'est assez difficile là, de départager le vrai. Il faut toujours, comme je dis tout le temps, il faut toujours enlever un 0 avec Raymond, tu sais. Mais je doute pas que dans une situation où il y aurait eu à se défendre, il aurait pu certainement se servir d'une arme à feu, ou en tout cas, il s'est déjà vanté de s'être servi d'une arme à feu. Je suis pas sûr que c'est vrai.
moi, je me suis jamais senti insécure avec Raymond. Là, Mhm. mais bon, écoute, là, il n'était plus un criminel à l'emploi des cartels quand je l'ai Non, connu. c'est ça. Là, tu sais. Mais il ne faut pas minimiser quand même les crimes qu'il a commis. Oui, c'était un mercenaire. Oui, c'est un pilote exceptionnel. Là, Mhm. probablement un des plus grands pilotes qu'on a jamais eu ici. Il pouvait poser un avion à des endroits où ce que personne Mhm. était capable ou oserait s'essayer. Là. Et il a mis son talent exceptionnel au profit de grands criminels. Là. Tu sais, les cartels colombiens, là, excuse-moi, là, mais ce qu'on commence à calculer, là, les dommages qu'ils ont fait, puis on parlait de dommages collatéraux tout à l'heure, là, on s'entend, là, c'est pas des enfants de cœur. Là. Mhm. Puis, tu sais, la cocaïne, ça cause des ravages épouvantables. Là. C'est facile de dire, ah ben moi, je faisais juste piloter l'avion, mais, Ouais. tu sais, je faisais juste piloter l'avion, mais il ne faisait pas juste piloter des avions. Là. Tu sais, il aménageait des pistes d'atterrissage ou de décollage dans la jungle. Il organisait des transports de cocaïne. Tu sais, c'est quand même un criminel, là, tu sais. Mais oui, Mhm. bon, sympathique, là, Oui. parce que c'est un bon raconteur, puis, tu Ouais. sais, tu peux passer... quand on a produit la série, on pouvait passer des heures avec lui, là, puis on se tannait pas, là, il nous racontait, c'était un conteur exceptionnel, là. Puis c'est un gars qui avait pas froid aux yeux, c'était un bon vivant, Mhm. en tout cas. Mais encore une fois, je ne veux pas minimiser, tu sais, puis c'est toujours dangereux là, de dire ah ben lui c'est un pédophile, puis lui c'est un trafiquant, puis un crime est mieux ou pire que l'autre. Tu sais. Un crime c'est un crime, là, tu sais, Mhm. puis un- 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 c'est sûr que les crimes d'agression sexuelle ou les crimes commis envers les enfants, les femmes, les personnes qui sont vulnérables, Mhm. c'est dégueulasse. Puis ça prend les gens plus au trip, là, tu sais. Ouais, Puis vraiment. ça détruit des vies aussi, il faut le dire. Euh, L'adulte qui agresse sexuellement un enfant, cet enfant-là va rester marqué, il est scrappé pour la Mhm. vie peut-être, là, tu sais, ou probablement. Fait que, mais ceci dit, il faut faire attention avec les comparaisons Ouais. entre criminels, là, tu sais. C'est juste la sentence. Tu sais, mettons, quand j'y pense, ça me fâche que un pédophile ait autant pas de temps de prison versus quelqu'un qui a fait le transport de drogue, puis là, c'est 23 ans. Tu sais, c'est là Ouais, que ça vient me chercher en dedans, ouais, ce ouais, genre d'injustice-là. ouais. C'est ça. Ouais. Il était là, mon. Et c'est peut-être la sentence les sentences qu'on donne aux pédophiles qui sont injustes. Là. Oui, ben C'est c'est dans plus ce ça, je sens-là que voulais tu le dire. Oui, oui, dis, là, oui, oui, oui. oui. Et tu sais, la pédophilie, c'est bien problématique parce que c'est de tous les criminels, c'est les pédophiles qui sont les plus durs à réhabiliter. Mhm. En fait, il y a beaucoup de psychiatres qui disent que ça ne se réhabilite pas, la pédophilie. Ça se soigne à peu près pas. Fait que Ouais. puis, tu sais, tôt ou tard, on va les libérer. On ne peut pas les garder en prison jusqu'à la fin de leur jour. Ça serait le fun, Mm. là. Ça serait bien, là, tu sais. Puis on ne peut pas non plus... tu sais, on voudrait les castrer peut-être, mais, tu sais, ils ont des droits aussi, tu sais. Puis c'est Ouais. pas si simple que ça, là. Euh, c'est un maudit problème, tu Ouais. sais. Puis malheureusement, il y a des personnages comme André Fèvre, là, tu en as sûrement entendu parler, là, qui pensent qu'ils sont juste nés à mauvaise époque, là, tu sais que... Eh boy, OK, non, Oui, j'ai non, pas... ben, c'est ça. Ils disent que à d'autres époques, là, comme dans le temps des Grecs, là, c'était valorisé, là, tu sais, avoir des relations sexuelles avec des jeunes, puis que c'est juste que notre époque est trop sévère, puis dans le Mm. fond, ils rendent service à ces jeunes-là. C'est épouvantable, là, ça donne le goût de vomir quand on entend ces discours-là. Mais c'est un maudit problème. C'est un maudit problème. Ouais. Puis pour revenir à ton livre Tout le monde dehors, est-ce que tu veux me le prêter comme ça? Oui, Je oui, vais au moins certainement. montrer la pochette de quoi Certainement. qu'elle a l'air. Alors, Tout le monde Oui. dehors. Euh, Oh, je viens de voir ta photo en arrière. Oui. Ça date quand même de quelques années, là. Oui, Ça c'est fait 20 ans. Ça va faire 20 ans là, que que le livre a été publié. ça. OK. Est-ce que tu veux me parler de quelques cas pour que les gens... Bien, le principal, là, en fait, c'est le cas du petit Alexandre Livernoche.
jeune garçon de Sorel, ben, on parlait de pédophilie, là, ben, en fait, c'est Mario Bastien, le pédophile, qui aurait jamais dû sortir de prison et qui a été libéré et qui a tué Alexandre Livernoche, donc un petit gars qui avait 12-13 ans. C'est une histoire épouvantable. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, il devait y avoir, j'avais identifié 6 ou 7 cas là, vraiment problématiques. Et j'ai commencé à écrire sur le cas de Mario Bastien, puis finalement, le cas de Mario Bastien a occupé plus que la moitié du livre, là, parce qu'il y avait tellement de bavures à l'intérieur du système. C'est un gars qui avait été déjà arrêté, qui avait été incarcéré dans un pénitencier fédéral. Et pendant qu'il était incarcéré au fédéral, il a été vu par des psychiatres. Et d'abord, premièrement, lui, c'était le produit d'une relation incestueuse entre sa mère et son grand-père. Donc, c'est un peu comme dans Unité 9, là, tu sais. Donc, sa mère avait été violée par son propre père à elle. Puis ça avait donné Mario Bastien. Puis il avait commencé à avoir des histoires d'agression sexuelle avec sa sœur, je pense, dès l'âge de 6-7 ans. Là. En tout cas, c'est une histoire horrible, là, tu sais. Puis lui, il s'est retrouvé en prison. Puis quand il a été suivi par des psychiatres, en fait, la seule place où ce qui était bien, ce gars-là, c'était quand il était à Pinel. Lui, il aurait voulu rester à Pinel, mais il n'y avait pas de place à Pinel. Fait qu'ils l'ont renvoyé en prison. Puis il a confié à des psychiatres que son fantasme, c'est de s'emparer d'un enfant et d'en faire son esclave sexuel. Fait que ça, c'était documenté, là. Et quand il était dans un pénitencier fédéral, normalement, tous les détenus sont libérés aux 2 tiers de leur sentence. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la libération d'office. OK. C'est un règlement que tous les criminels, sauf ceux qui sont condamnés pour la prison à vie, là. Si tu es condamné pour la prison à vie, même si, mettons, tu es admissible à une libération conditionnelle au bout de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ils ne sont pas obligés de te libérer. Ils peuvent te garder en prison jusqu'à la fin de tes jours. OK. C'est Paul Bernardo, Luca Rocco-Magnotta, ils ne sortiront jamais de prison, même s'ils sont admissibles à une libération conditionnelle. Mais tous les autres détenus qui sont condamnés à des peines de 10 ans, 15 ans, 20 ans, aux 2 tiers de leur sentence, ils sortent. C'est automatique. Mais lui, Mario Bastien, il avait fait l'objet d'une mesure exceptionnelle qui s'appelle le maintien en incarcération. C'est-à-dire que les gens qui ont vu son dossier au fédéral, quand il est arrivé aux 2 tiers de sa sentence, ils ont vu ça, les rapports des psychiatres, puis ils ont dit non, lui, il ne peut pas sortir. Fait qu'ils l'ont gardé en prison jusqu'au dernier jour de sa sentence, ce qui est rarissime. Quand ils l'ont libéré, finalement, parce que là, il avait purgé toute sa sentence, il s'est en allé dans la région de Sorel. Puis là, il a été arrêté à nouveau pour d'autres petits crimes. Puis il a été incarcéré à Trois-Rivières. Mais là, son dossier, il ne l'a pas suivi. Parce que là, c'est le bordel à l'intérieur du système correctionnel. Les dossiers ne suivent pas les détenus. Puis en tout cas. Puis là, à un moment donné, à Trois-Rivières, ils n'ont jamais pris connaissance de son dossier. Puis, il n'y avait plus de place. Il fallait libérer des détenus à la prison de Trois-Rivières. Fait que le directeur de la prison a libéré Mario Bastien. Et il y avait des conditions. Il fallait qu'il respecte un couvre-feu ou il fallait qu'il se rapporte à une maison de transition, je pense. Mais il y avait une exception que s'il obtenait un emploi pour garder des enfants, il pouvait ne pas respecter son couvre-feu. Ça te donne-tu une idée? Arrête! Fait que bref, c'est une erreur épouvantable. Les responsables de la prison de Trois-Rivières, là, qui est une prison provinciale, n'ont jamais consulté le dossier au fédéral. Puis ils l'ont libéré. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est qu'il a enlevé ce jeune garçon-là là, qui avait une job d'été, d'aller au champ là, pour ramasser des cocons. Puis lui, Mario Bastien, il travaillait là aussi. Fait que il l'a enlevé, puis il l'a agressé sexuellement, puis il l'a tué. Fait que ça évidemment, ça a fait scandale. Puis quand j'ai commencé à fouiller donc, dans son dossier, je me suis aperçu de toutes les erreurs qui avaient été commises pour en arriver à ça. Puis finalement, ça a occupé quasiment les 2 tiers de mon livre, là. J'ai parlé aussi de l'histoire d'Isabelle Bolduc, qui a été tuée par un multirécidiviste. Puis il y avait une ou deux autres histoires dans le livre, là, finalement. Incroyable. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué tantôt. Tu as dit qu'il était bien à Pinel, puis qu'il aurait voulu rester là. Ouais. Je trouve ça
terrible que ce gars-là, il avait l'air conscient. J'imagine qu'il avait un problème. Oui. Il voulait rester Oui. à Pinel. Oh oui. Il était bien là, puis Oui. calique, personne le garde. Je trouve ça Non, mais aberrant. imagine comment ta vie est prédéterminée par le fait que ta mère, t'es le produit d'une relation incestueuse entre ta mère et ton grand-père. T'sais. Mettons, on s'entend-tu pour dire que ça part mal dans la vie? Là? Ben oui, c'est ça. Puis je ne veux pas prendre la défense de Mario Bastien, là, mais soit dit en passant, Isabelle Richer, la journaliste de Radio-Canada, a fait un podcast magnifique. Ben, magnifique, pas magnifique, là, pas le bon mot, là, mais un excellent podcast. Elle a une série qui s'appelle Ma version des faits. OK. Puis elle a fait plusieurs épisodes, plusieurs dossiers criminels, puis elle a fait une saison sur l'histoire de Mario Bastien, puis je trouve que son analyse est plus nuancée un peu, là, tu sais. Puis encore une fois, je pense que Mario Bastien, il avait compris qu'il avait besoin que les gens autour de lui soient protégés, mais d'abord et avant toute chose, Mario Bastien, il avait besoin d'être protégé contre lui-même. Mm-hmm. Tu comprends? Puis ça, évidemment, le système n'a pas les ressources pour faire ça. Il y a des gens qui comprennent, je pense que tu as raison, il y a des gens qui comprennent qu'à cause de certaines pulsions qu'ils ont, ils représentent un danger pour la société et pour eux-mêmes. Puis il y aurait besoin qu'on les encadre, qu'on les aide, mais on n'a pas les ressources. Puis tout ça a commencé dans les années 70, entre 70, 80, quand on a fait un grand changement qui s'appelle la désinstitutionnalisation. Traditionnellement, les gens qui avaient des problèmes de santé mentale, je ne dis pas qu'il faut revenir là, c'est pas ça que je dis là, mais on les envoyait dans des institutions qu'on appelait des asiles. Oui. Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Charles-Borromée à Joliette, bon, etc., etc. Je ne dis pas que c'était correct, là. Puis je ne dis pas qu'ils n'étaient pas maltraités dans ces endroits-là. Mais à un moment donné, on a dit, on n'a plus les moyens, on ne peut plus fonctionner comme ça. On va les remettre à la rue avec des ressources pour les encadrer. Puis souvent une médication à prendre. Mais, tu sais, ces gens-là, puis on le voit aujourd'hui, là, l'aboutissement de ça, là, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, là. Mais ces gens-là, la minute qui pensent qu'ils vont mieux, puis qui arrêtent de prendre leur médication, par exemple, ou qui se remettent à consommer, ils deviennent dangereux. Puis, puis là, on assiste, on parlait de sujet tout à l'heure là, qu'on pourrait faire en documentaire ou en série documentaire, mais ce qui est effarant, c'est de voir le nombre de parents qui sont pris avec des enfants comme ça ou qui ont peur de leurs enfants parce que les enfants ont des problèmes de santé mentale. Puis là, les enfants sont violents. Puis là, puis il n'y a personne pour s'en occuper. Il n'y a pas des ressources. Puis j'ai pas la solution, là, mais c'est vraiment un problème de société, là. Ah, je trouve ça d'une tristesse. Ouais. Que le gars calé qui veut se faire aider, puis on le fout dehors. Oui. Puis ce qui arrive, c'est que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ben ils se retrouvent en prison au bout du compte. Parce que la prison, ça devient le terminus. Hein? Fait qu'on n'a plus de place dans les institutions psychiatriques ou dans les ailes psychiatriques des hôpitaux. Fait qu'on remet les gens à la rue ou on ne s'occupe pas de leurs problèmes. Puis ils vont se retrouver itinérants ou ils vont commettre des crimes parce qu'ils ne sont pas capables de fonctionner en société, puis ils se retrouvent en prison. Quand on a tourné à Bordeaux, c'est épouvantable. C'est les gens qui pensent là, qu'aller passer un mois ou deux en prison, là, c'est pas sévère ou c'est un club med, la prison. Là. Je pense que le monde ne sont jamais allés à Bordeaux. Là. C'est dur, Bordeaux, là, ça n'a juste aucun bon sens. Là. Et on a tourné à l'infirmerie parce qu'il y a une aile où on envoie les gens qui ont des problèmes de santé, dont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et je te dis, quand on a tourné dans cette section-là, ça m'a donné le vertige. Tu sais, j'avais l'impression, je me voyais comme dans un film, là, tu sais, des gens qui sont là, puis qui se bercent, puis qui n'ont pas d'affaires là. Tu sais, ils n'ont pas d'affaires en prison, c'est pas la place.
pour eux autres, c'est cruel de les envoyer en prison. Ils ont un problème de santé mentale. C'est pas des criminels, tu sais. Encore une fois, tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est une aile spéciale? Bien, c'est-à-dire que oui, De- mais il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont avec la population ordinaire, qui sont disséminés dans la population normale de la prison de Bordeaux, là. OK. Fait que c'est ça que tu disais tantôt quand tu disais la prison de Bordeaux, tu sais, si on passe 1-2 mois là, tu sais, c'est pas comme on s'imagine. Ah, C'est c'est dur. C'est vraiment dur, Bordeaux. à cause là. de Tu sais, ça. même si c'est une prison... Écoute, là, Bordeaux, c'est 1400 détenus, là. C'est du monde. Là. OK, quand même. C'est immense, Bordeaux. C'est comme une ville dans une ville, là. Puis, bon, il y a une partie de Bordeaux c'est des détenus. Donc, parce qu'on a tendance à penser qu'une prison provinciale, c'est pour les criminels qui purgent des sentences de 2 ans et moins. OK? Donc, 2 ans moins un jour et moins. Donc, souvent, c'est des crimes moins graves. Mhm. Bon. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Bordeaux, c'est la moitié ou peut-être juste un peu plus que la moitié des détenus, donc des criminels qui purgent des sentences de 2 ans et moins. Mais il y a la moitié des détenus, des personnes, des criminels qui sont incarcérés à Bordeaux, qui sont ce qu'on appelle des prévenus. Et des prévenus, c'est quoi ça? C'est des criminels qui sont en attente de leur procès. Mm. OK, on les envoie à Bordeaux ou à Rivière-des-Prairies. Mais ça, ces gens-là qui sont en attente de procès, là, ça peut être des petits voleurs, des petits fraudeurs, mais ça peut être aussi des prédateurs sexuels. Ça peut être des membres de gangs de rue. Ça peut être des assassins, des meurtriers. Ils sont en attente de procès, là. Fait qu'ils ils sont tout aussi dangereux, sinon plus dangereux, que les criminels qui sont dans les pénitenciers fédéraux. Parce que dans les pénitenciers fédéraux, il y a une gradation. Tu as différents niveaux de sécurité. Dans un pénitencier fédéral où tu as des criminels qui ont purgé des sentences de 2 ans et plus, bien, tu as un secteur minimum, donc pour les gens qui ne sont vraiment pas dangereux ou qui sont en fin de parcours. Tu as des pénitenciers à sécurité médium, puis tu as des pénitenciers à sécurité maximale, comme Donnacona ou Port-Cartier. Puis là, si les gens sont vraiment violents puis dangereux puis ont des problématiques, on les envoie là, puis ils sont vraiment très encadrés. Mais dans une prison provinciale comme Bordeaux, les prévenus sont tous mélangés. C'est vraiment difficile à gérer. Là. C'est pas facile. Puis à cette heure, avec les drones, les cellulaires, la drogue, les armes, ça circule en prison. C'est quelque chose, on va te dire. Là. Puis ça, cette série-là, c'était tout simplement en prison? Oui, en prison, ça a été diffusé en 2018 à Z-Télé. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Là. OK, j'aurais aimé ça, voir ça. Si c'est encore... Je ne sais pas si ça existe encore. Je vais regarder ça. C'est vraiment... c'est la seule série que je connaisse, là, on a été les seuls à avoir ces autorisations-là Mhm. de tourner, là, donc 25 jours de tournage à Bordeaux. Évidemment, on était très encadrés, mais ils nous ont vraiment permis d'aller partout dans la prison. On est allé, je me rappelle, le 2e jour de tournage, on était avec le directeur de la prison, puis on marchait sur les passerelles là, qui font le tour de la prison. Mhm. Puis, puis il nous faisait visiter sa prison, là, tu sais, puis bon, on est en train de discuter avec lui, puis on est là, puis on filme, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un drone qui arrive. Puis il y en a un qui a dit « Hey, un drone! » Parce qu'on l'a vu passer, là, au-dessus de nos têtes, là. Puis on l'a vu, puis le drone a déposé sa cargaison dans une des cours. Évidemment, le directeur a appelé tout de suite la sécurité, puis tout ça. Puis là, c'est comme on est allé après ça à l'endroit où ils sont allés, les gardiens sont allés chercher le paquet, puis là, ils ont amené ça à un endroit là, où le secteur du renseignement. Puis là, ils ont ouvert le paquet devant nous. Là, il y avait des cellulaires, il y avait des blagues de tabac, là, parce que c'était interdit de fumer en prison. Une cigarette en prison, ça vaut 10$. Puis une blague de tabac, ça vaut 100$. Là. Puis il y avait de la drogue. Là, puis, fait que c'est un fléau, là, les drones, puis ils ont de la misère à contrôler ça. Hey, 2e journée, tu sais, que t'es là, puis il arrive ça. Puis là, pendant qu'ils ouvraient le paquet,
Là, on est parti en courant parce qu'il y a eu une escarmouche dans une aile. Là. Il y a une cinquantaine de détenus là, qui sont mis Eh à se boy! brasser. Puis là, pendant qu'on était là, en train d'essayer de filmer ce qui s'était passé dans cette aile-là, là, ils sont venus nous chercher. Puis là, il est arrivé une autre affaire dans une autre aile. Il y a un détenu qui s'était ouvert les Ben veines. voyons! Non, écoute, c'est non-stop, là. Hey, tu devais être épuisé en sortant de cette Ben, écoute, série-là. c'est sûr qu'en même temps, tu sais, on va tourner, peu importe ce qu'on va tourner, qu'on tourne en prison, qu'on tourne au palais de justice, qu'on tourne dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales ou qu'on suive des intervenants de la DPJ sur le terrain, c'est sûr qu'on ne souhaite pas de malheur à personne, mais en même temps, on veut qu'il y ait de l'action, on veut qu'il se passe quelque chose, on veut assister à des événements qui correspondent à la réalité de ces Ouais. gens-là. Fait que c'est sûr que il y a comme une dualité là, dans notre tête quand on assiste à des événements comme ça. On se dit, bien, on espère qu'il n'y aura pas de tragédie ou qu'il n'y a personne qui va perdre la vie ou qui va être blessé sérieusement. En même temps, on sait que ça va faire de la bonne télévision. Fait que, tu sais, on est un peu partagé. Là, tu sais. Ouais, je comprends. On est sur l'adrénaline, c'est sûr. Puis en même temps, on est un peu en état d'hypervigilance parce que c'est pas un milieu qui nous est familier. Mhm. Puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Une journée, là, on est rentré dans un secteur pour tourner. Puis là, les détenus, à un moment donné, il y a eu de l'agitation. Puis là, c'est comme ils n'étaient pas contents de nous voir là. Puis ils sont mis à nous pitcher des affaires. Là. Je te dis qu'on on n'a pas niaisé trop. Là. On est sorti de là, puis ça pressait. Puis les détenus, ils n'aimaient pas trop ça se faire filmer non plus. Tu sais. Mhm. Non, il est arrivé toutes sortes de situations. C'est intense, mais en même temps, quand tu es documentariste, tu carbures un peu Ouais, l'adrénaline. ouais. Là, tu sais, bon, c'est pas au niveau comme, je sais pas, là, on n'est pas des correspondants de guerre quand même, là, c'est qu'on met pas notre vie en danger. Mais c'est sûr qu'on aime ça quand ça brasse. Là. Mhm. C'est dans la nature humaine, je pense. Tu as dit tantôt que la série Pas une de plus, c'était celle que tu avais eu le plus de... Une pour toutes. Ah! Je me demandais c'était quoi sur ton chandail tantôt. Ben oui, c'est ça. C'est comme un chandail de circonstance. Je savais que tu étais me Ah, parler de cette série-là. ben oui. Est-ce que c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'il colle, là, toujours sur Oui, les murs, oui, là? comment ça s'appelle, là, c'est un groupe de féministes, là. Ève a tourné avec elle, là. Ils sont clandestines, je me rappelle. C'est drôle, c'est plate, j'ai un blanc de mémoire, là, mais ils ont un nom, là. C'est un collectif de femmes qui collent des, des, euh, des phrases, là, Oui, choc, là, sur pas une de plus, puis ouais, etc., une pour c'était toutes. beau. Ouais. Ouais. Mais Ouais. c'est ça, me semble qu'il y en avait une que c'était Mais tu ça devrais qui faire avait un, collé. tu devrais faire un podcast avec Eve. Je suis certain qu'elle accepterait parce qu'elle, c'est vraiment une fille engagée. Là. OK, Tu sais, elle a fait un documentaire extraordinaire sur le logement social. OK. Eve Lamont, c'est une femme extraordinaire. C'est une chance inouïe qu'on a eue de tourner, de travailler avec elle. Puis, elle connaissait ces filles-là, puis elle les a tournées. Là, c'est clandestin, évidemment. Là, tu sais, OK. on ne pouvait pas les identifier, puis tout, mais Ouais. c'était vraiment une belle idée pour faire les transitions. Là. Vraiment. Oui. Ouais, j'ai Ah oui. Elle adoré. a fait un travail admirable parce que ça a été extrêmement difficile à tourner. Vraiment. Vraiment. Oui, Puis c'est ça. les femmes les intervenantes qu'on voit dans la série, là, je peux pas. Il n'y a pas de mots pour décrire l'admiration que j'ai pour ces femmes-là. C'est des saintes. Mhm. Puis sont tellement entières, là, puis sont tellement passionnées. Là. Ça a été des super rencontres. Puis je vais dire la même chose des intervenantes de la DPJ qu'on a suivies sur le terrain, là, parce que Oui. c'était toutes des femmes, là, de la première à la dernière. Puis c'est des missionnaires, ces filles-là. Mhm. C'est dur, là, ce qu'ils font. Là, puis ils peuvent jamais gagner. Ils se font traiter de tous les noms, ils se font écœurer. Puis c'est jamais correct. Quand ils sortent les enfants des familles, c'est des briseuses de famille, c'est des ça. Quand ils ne sortent pas, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont pensé. C'est comme ils disent en anglais, damn if you do, damn if you don't. Puis ils croient, là, c'est...
Je me sentais mal à l'aise quand j'ai regardé tu sais, à un moment donné, il y a une jeune intervenante, elle avait l'air d'être la plus jeune qu'il y avait, Mhm. puis elle est avec un monsieur, mais vraiment mal commode, puis elle est pris comme dans son petit logement, tu sais, Oui, puis elle essaye de le raisonner à sa oui. petite table à manger. Puis je suis comme, oh my God, tu sais, thank God que les caméras sont là, tu sais, elle savait qu'elle n'était pas toute Oui. seule, mais Colin, vous auriez pu, tu sais, Non, puis techniquement, elle aurait été seule. absolument. Puis elle nous expliquait là, tu sais, que quand elle rentre dans une maison comme ça, elle n'enlève jamais ses bottes. Puis elle s'assoit toujours, tu sais, proche de la porte ou, tu Mm. sais, dos au mur ou, tu sais, toujours en tête comment je vais sortir d'ici si ça tourne Ben oui. mal. Puis, ah non, écoute, on a eu des incidents qu'on n'a pas pu tourner pendant qu'on tournait la série, là, mais il est arrivé des cas où des intervenantes ont été agressées ou sont venues proches d'être agressées. Là, tu sais. Ben Puis voyons. on n'a pas identifié. On n'a pas identifié la région où on a tourné, on n'a pas identifié la ville où on a tourné, justement par souci de protéger les intervenantes. Puis, mais écoute, c'est une expérience assez bouleversante, je te dirais. Ouais. C'est ça, tu sais, pour venir à tantôt, En Maison de femme, c'était la série que tu as trouvé le plus difficile, mais en général, dans ta carrière, y a-tu quelque chose qui t'a fait, tu sais, vibrer positivement, mettons, qui t'a fait triper une série que t'as... Ben, écoute, il y a eu beaucoup de positifs dans ces séries-là aussi. Là. Tu sais, d'abord, de mettre en évidence, d'illustrer le travail des intervenantes. Ça a été très gratifiant. Puis, il y a eu des moments, comme dans la série, euh, au Palais de justice, par exemple. Je me rappelle d'une femme. Dans la première saison, on a tourné 2 procès d'agression sexuelle. Dans la deuxième saison, on a tourné 1 procès d'agression sexuelle. Donc, on a tourné en tout 3 procès OK. d'agression sexuelle. Il y en a 2 qui ont fini par des verdicts de condamnation, puis il y en a un qui a fini par un verdict d'acquittement. Et dans la première saison, le procès qu'on a tourné, qui a fini par un verdict de culpabilité, la victime a accepté de nous donner une entrevue. Puis ça a été très touchant, je te le dis. Puis après, elle a demandé à la Cour de lever l'interdiction de publication par rapport à son identité. Puis elle a accepté de me donner une entrevue à visage découvert publier dans le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. OK. Et ça a été une des belles entrevues que j'ai faites Mm. parce que cette fille-là, j'ai vu le parcours qu'elle a fait. Puis ça a été très gratifiant aussi. Fait qu'il y a eu des moments comme ça. Je me rappelle, tu parles, bon, je parle, mettons, sur l'ensemble de ma carrière, là, des entrevues qu'on a faites. On a fait une série à un moment donné qui s'appelait SOS. Puis c'était des héros citoyens. C'est des gens qui avaient mis leur vie en danger pour sauver la vie de gens qui OK. étaient en difficulté. Puis je me rappelle, on avait fait une entrevue avec un gars qui était intervenu lors de la fusillade de Dawson, Mm. au collège Dawson. Puis ce gars-là, il avait fait preuve d'un courage incroyable. Là. Puis il nous racontait son histoire, puis on était là, puis hey my God, tu sais. C'est ça qui est extrêmement valorisant du travail qu'on fait. C'est que, d'abord, premièrement, on est toujours en contact avec des êtres humains. Tu sais, je te demandais pourquoi tu fais Oui. qu'est-ce qui t'amène à faire ton podcast, tu sais, Ouais. puis tu me disais que tu es curieuse, puis t'aimes les gens, t'aimes les êtres humains, mais tous les êtres humains, toutes les personnes, même ceux qui ont l'air les plus ordinaires, ils ont toute une histoire à Mhm. raconter. Ils ont tous du vécu, puis pour peu que tu t'intéresses à eux, tu vas découvrir des choses, tu vas apprendre des choses sur la nature humaine, tu Tellement. sais. Puis je vais avoir 70 ans cet été, là, puis je me tanne pas de parler aux gens, de rencontrer des gens, parce que il y a toujours quelque chose à apprendre sur l'être humain.
Est-ce que ça te tenterait qu'on termine sur le podcast que tu as fait avec ta femme? Oui, absolument. J'aimerais ça que tu m'en parles un Oui. petit peu parce que j'ai adoré. Oui. Moi, je faisais toujours la route Granby-Sherbrooke, fait Oui. que des podcasts, j'en ai mangé. Histoire à mourir debout. Oui. Écoute, Ouais. c'était une belle aventure. Franchement, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on nous a demandé à Nathalie, bon, ma conjointe, c'est Nathalie Roy. Oui. Bon, on nous a demandé, en fait, on a proposé de faire une série documentaire sur des histoires criminelles pour RDI. Au départ, c'était pour RDI, donc on avait 3 épisodes à faire. Il y a quelqu'un à Radio-Canada qui s'occupe des podcasts, donc pour la plateforme audio, Oui. qui a eu vent qu'on faisait ces documentaires-là, qui a demandé donc à Fabrice Brasier, penses-tu que Yves et Nathalie seraient intéressés à faire un podcast? Puis moi, depuis que ça marche, les podcasts, là, depuis que c'est devenu la mode, je rêvais de faire un podcast. J'ai dit, on a dit oui, certainement, ça nous ferait plaisir. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait les podcasts, Nathalie et moi, avec notre producteur. Puis en fait, les podcasts sont allés en ondes avant les documentaires télé. Et on a fait une première saison, donc, avec l'affaire Claire Lortie. On a fait 3 épisodes. Puis on se raconte l'histoire, Nathalie et moi, là, comme si tu venais souper chez nous. Puis on commençait à te raconter l'histoire de Claire Lortie. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, puis je pense qu'ils ont aimé ça. Puis ça a bien marché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté, qui l'écoutent encore. Puis, ils nous en ont commandé 2 autres. Là. Puis, fait que finalement, il y a une saison du podcast pour chacun des épisodes de la série télé. Et là, la série télé, ça n'a pas été renouvelé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vient juste... Hier, on a fait notre dernière session d'enregistrement pour la 4e saison de Histoire à mourir debout, qui va porter sur l'affaire Alun Légère au Nouveau-Brunswick. En fait, on est allé faire des entrevues au Nouveau-Brunswick. Alun Légère, c'est un meurtrier en série, là, un des pires meurtriers en série de l'histoire canadienne, qui s'est évadé de prison en 1989. Puis pendant sa cavale, qui a duré un peu plus que 6 mois, il a assassiné 4 personnes. Fait que c'est une histoire épouvantable, là, mais c'est une chasse à l'homme en même temps. Et on avait fait cette histoire-là dans le cadre d'une série. Nathalie et moi, on a fait une série à Canal D il y a une dizaine d'années qui s'appelait Fugitif. Okay. C'était des histoires de criminels en cavale. On a fait 3 saisons de 8 épisodes. Et un des épisodes portait sur l'affaire Alun Légère. Donc, ça va être diffusé, je pense, à partir de l'été 2024 sur la plateforme audio de Radio-Canada. L'affaire Alun Légère, le monstre de la Miramichi. OK. Hey, je suis contente, c'était ça ma prochaine question, s'il allait avoir une autre saison. Oui, il va y avoir une autre saison. Je suis bien contente. Oui. Fait qu'allez écouter ça, guys, c'est vraiment bon. Oui, fait que Yves, merci énormément. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente. En tout cas, je trouve ça très intéressant ce que tu fais. Ah, t'es Puis fin. j'aime ça voir des gens qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la radio ou de la télévision. Puis c'est ça que je trouve génial du podcast. C'est assez démocratique. Tu sais, quelqu'un avec un setup quand même assez minimal peut faire ce que tu fais, inviter des gens. Puis bon, je me sentais quand même une obligation de dire oui parce que, tu sais, je veux dire, je sais ce que c'est faire des choses, puis tu le fais par passion. Vraiment. Puis je trouve que tu fais œuvre utile. Fait que je te félicite. T'es vraiment gentil. Oui. Je l'apprécie énormément venant de toi. Oui. Fait que merci. Merci à toi. Bye, à la prochaine. À la prochaine. Es-tu contente?